Bienvenue à cette nouvelle exploration de Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une tendance de fond assez fascinante. Le Maroc qui est en train de s'imposer comme une plateforme de production de plus en plus prisée par les marques de cosmétiques européennes. Et même les plus établis. Oui, c'est un phénomène discret mais puissant. Alors, pour nourrir notre analyse, on a des extraits d'un document assez fouillé qui décortique justement ça, le pourquoi du comment et puis le rôle des laboratoires marocains là-dedans. Notre mission ici, c'est de comprendre ce qui motive cet attrait, soudain, on pourrait dire. Quels sont les avantages concrets pour ces marques européennes qui, on le sait, font face à un marché hyper compétitif. Mhm. Et puis, comment ça se passe pratiquement? Ces collaborations, elles prennent quelle forme? L'idée, c'est un peu de voir si le Maroc est vraiment en train de devenir l'arme secrète de la cosmétique européenne. C'est une bonne question. Imaginez une seconde, pouvoir accéder à des formulations naturelles, de haute qualité, parfaitement conformes aux normes les plus strictes, Ouais. tout en maîtrisant les coûts et en accélérant la mise sur le marché. Ça semble presque la quadrature du cercle, non? C'est exactement ça. Et pour bien saisir l'enjeu, il faut vraiment rappeler la pression énorme sur ce marché européen. C'est une arène, hein. Ah oui. L'innovation doit être constante, les prix, ils doivent être compétitifs, et les consommateurs, eux, ils exigent de plus en plus de naturalité, de transparence, de durabilité. Tout en même temps. Offre non seulement l'efficacité économique, mais aussi l'agilité et une qualité vraiment irréprochable. Ok. Alors entrons dans le vif du sujet. Pourquoi le Maroc, pourquoi lui spécifiquement, émerge dans ce contexte? Un des premiers points qui saute au lieu dans nos sources, c'est la proximité logistique. Oui, la géographie. On parle de quelques heures d'avion des capitales européennes, des liaisons maritimes fréquentes avec l'Espagne, la France, l'Italie. Bon, ça paraît évident sur une carte, mais cet avantage géographique, Mhm. comment il se traduit concrètement pour une marque au quotidien? Surtout face à la vitesse folle des tendances cosmétiques. Alors ça, c'est un avantage stratégique majeur et souvent sous-estimé, je trouve. Ah oui. Ouais. Oui, parce que comparé aux hubs de production asiatiques, par exemple, cette proximité, elle réduit drastiquement les délais de livraison, évidemment. Mais surtout, elle permet une réactivité quasi instantanée. Quasi instantané. Oui, dans un secteur où une nouvelle tendance peut exploser sur les réseaux sociaux en quelques jours, pouvoir ajuster sa production, reformuler rapidement, ou lancer une petite série, une capsule en quelques semaines au lieu de plusieurs mois, Ah oui, ça change tout. ça change complètement la donne. C'est vraiment la capacité à surfer la vague plutôt que de la regarder passer de loin. D'accord. La vitesse, c'est clé. Compris. Mais le Maroc a une autre carte maîtresse, j'imagine. Nos sources insistent beaucoup là-dessus. Ces matières premières naturelles, presque mythiques parfois. Absolument. L'analyse mentionne l'huile d'argan, bien sûr, l'huile de figue de Barbarie, le gassoul, l'akerfassi. On les connaît de nom. Mais qu'est-ce qui fait leur attrait si puissant aujourd'hui? Au-delà de l'exotisme, je veux dire. Leur puissance, en fait, elle réside dans leur alignement parfait avec cette grande vague de la clean beauty qui déferle sur l'Europe. Hmm, la beauté propre. C'est ça, cette quête des consommateurs pour des formules plus épurées, avec des ingrédients qu'on comprend, qui sont efficaces, non controversés et souvent d'origine naturelle. Et ces actifs marocains, ils cochent toutes les cases. Ah d'accord. Ils sont naturels, ils sont ancestraux, leur efficacité est reconnue, l'argan pour la nutrition, la figue de Barbarie comme anti-âge puissant, le gassoul pour purifier. Et puis ils racontent une histoire d'authenticité, de terroir. C'est vrai. Donc pour une marque, pouvoir intégrer ces ingrédients héros et communiquer dessus, c'est un levier marketing extrêmement fort. Ça répond vraiment à un désir profond du consommateur aujourd'hui. Donc on a d'un côté ces ingrédients naturels très en vogue, de l'autre la proximité pour la réactivité. Mais, il y a un mais, non? Pour vendre en Europe, il y a quand même cet obstacle majeur, la réglementation. C'est hyper strict. Oui, très strict. Comment le Maroc gère ça? C'est souvent là que les projets d'externalisation, ils achoppent. Et c'est justement là, d'après les documents qu'on a consultés, que se situe l'un des atouts les plus surprenants et décisifs du Maroc. Ah bon? Oui, les laboratoires marocains qui sont tournés vers l'export, en tout cas, ceux qui réussissent, ils ont massivement investi pour se mettre au niveau des standards européens, les plus élevés. D'accord. On parle de certification ISO 22716. Ça garantit les bonnes pratiques de fabrication, les BPF, ou GMP en anglais. C'est vraiment la norme de référence. Ok, la base.
Exactement. Et plus important encore, ils assurent une conformité totale avec le règlement cosmétique européen, ce fameux CE numéro 12023-2009. C'est l'une des législations les plus rigoureuses au monde pour la sécurité des produits. Et obtenir cette conformité, c'est le sésame, quoi. C'est le passeport pour l'Europe, tout à fait. Concrètement, ça veut dire qu'ils sont capables de fournir toute la paperasse technique exigée, notamment les dossiers d'information produits, les PIF. Les fameux PIF. Oui, ce sont de vraies biographies de chaque produit. Ça inclut tous les tests de sécurité, les évaluations toxicologiques, les preuves d'efficacité. Ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est cette espèce d'alchimie unique que le Maroc semble offrir. Mhm. Marier ces ressources naturelles ancestrales très recherchées avec une rigueur réglementaire et industrielle hyper moderne. C'est cette combinaison assez rare finalement qui crée une proposition de valeur très très attractive. Mhm. Cette combinaison est effectivement assez séduisante sur le papier. Alors, si on se met dans la peau d'une marque européenne, une marque déjà bien installée, comment tous ces atouts marocains ils se traduisent en bénéfices tangibles, concrets? Hum, hum. Le premier truc qui vient à l'esprit, c'est souvent le coût, non? L'analyse parle d'optimisation des coûts, main-d'œuvre, matières premières, énergie. Mais est-ce qu'on parle juste de faire moins cher, avec le risque peut-être d'une qualité moindre, ou est-ce que c'est plus stratégique que ça? Alors, d'après les sources, c'est bien plus stratégique. Elles insistent vraiment sur le maintien d'une qualité premium. L'idée, c'est pas de rogner sur la qualité, hein, pas du tout. C'est d'optimiser la structure de coût globale. D'accord. Donc, ce n'est pas juste économiser de l'argent, c'est libérer du capital. Les économies réalisées, la marque peut les réinvestir de manière stratégique pour distancer la concurrence. Comment ça? Eh bien, par exemple, en lançant des campagnes marketing plus ambitieuses, en finançant plus de R&D pour la prochaine génération de produits, ou même en s'étendant sur de nouveaux marchés. Ok, je vois. C'est un levier pour la croissance, en fait. Exactement, c'est un levier pour alimenter la croissance, pas seulement pour améliorer la marge à court terme. Il faut vraiment voir ça comme un carburant pour l'innovation et la compétitivité. D'accord. Donc, l'optimisation des coûts vue comme un moteur de réinvestissement stratégique. C'est intéressant. Et vous parliez d'innovation. Comment cet accès à des partenaires marocains favorise concrètement l'innovation? C'est juste l'accès à ces fameux ingrédients naturels dont on a parlé ou ça va plus loin? Ça va plus loin. D'une part, oui, il y a l'accès à ces actifs naturels uniques. Ça permet déjà de créer des histoires de produits authentiques, différenciantes. Mhm. Mais d'autre part, les laboratoires, comme celui qui est cité en exemple Carmel Cosmetics Labs, disposent souvent de départements R&D très actifs. L'analyse mentionne un catalogue de plus de 1000 formules prêtes à l'emploi. Ah oui, quand même. Ça permet des lancements rapides. Mais surtout, ils offrent la possibilité de développer des formulations entièrement sur mesure, en co-création avec la marque. D'accord, du vrai sur mesure. Voilà, cette capacité de personnalisation, on parle de texture, de parfum, d'actifs spécifiques, de packaging même, combinés à leur expertise sur les ingrédients locaux, ça ouvre un champ d'innovation très très large. Et cette innovation, j'imagine qu'elle doit pouvoir arriver vite sur le marché pour être pertinente. On en revient à cette question de la vitesse, non? Exactement. La flexibilité et la rapidité de mise sur le marché, c'est un autre bénéfice clé qui est mis en avant. Les délais de production seraient significativement réduits par rapport à d'autres options d'externalisation plus lointaines. Ok. Le document donne même une idée de capacité de production. On parle de plus de 300 tonnes par an pour le laboratoire exemple. Ça montre une capacité à gérer des volumes importants, même pour de grandes marques. Donc ils peuvent suivre. Oui. Et cette structure, elle permet de répondre très agilement aux micro-tendances. Vous savez, un boom soudain sur les produits véganes, une demande spécifique pour des soins sans eau, une nouvelle certification cruelty-free à obtenir rapidement. Cette agilité, c'est vrai que dans le secteur cosmétique actuel où tout va si vite, ça semble absolument crucial pour ne pas se faire distancer. Pouvoir capter une tendance au bon moment, Tout à fait. ça peut faire toute la différence. Absolument. Rester pertinent, répondre aux attentes changeantes des consommateurs presque en temps réel, c'est vital. Et cette combinaison capacité d'innovation et rapidité d'exécution, c'est probablement l'un des attraits stratégiques les plus forts pour les marques européennes aujourd'hui. Maintenant, si une marque est convaincue par tout ça, comment ça se passe concrètement? L'analyse détaille deux modèles principaux de collaboration. La marque blanche et la marque privée. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur la différence et quand utiliser l'une ou l'autre? Bien sûr. Alors, la marque blanche, ou white label en anglais, c'est en quelque sorte le prêt-à-porter de la cosmétique. D'accord.
Le laboratoire propose des formules qui existent déjà, elles ont été testées, elles sont validées sur le plan réglementaire. La marque cliente choisit un produit dans ce catalogue, elle y met son propre nom, son packaging, et hop, elle peut le commercialiser très rapidement. Rapide et facile en somme. C'est ça. C'est idéal pour tester un nouveau marché ou pour élargir rapidement une gamme existante, ou même pour répondre à une tendance un peu passagère sans engager de lourds frais de R&D. Les maîtres mots, c'est vraiment rapidité, coût maîtrisé, sécurité réglementaire. Ok, ça c'est la marque blanche. Et la marque privée? Alors, la marque privée ou private label, c'est l'approche sur mesure, on pourrait dire la haute couture. Ah ok. Ici, le laboratoire développe une formule totalement unique et exclusive pour la marque cliente. Il suit son cahier des charges très précis, des ingrédients spécifiques, des revendications marketing particulières, un type de parfum défini, un packaging très différenciant. Beaucoup plus personnalisé. Exactement. L'objectif, c'est de créer une identité de marque forte, un produit qui ne ressemble à aucun autre. Alors c'est plus long, c'est plus coûteux en développement, bien sûr. J'imagine. Alors, pas de marché, mais ça offre l'exclusivité et un potentiel de différenciation bien plus important. C'est souvent le choix des marques déjà établies qui veulent renforcer leur image ou créer un avantage concurrentiel qui dure. La question qui brûle les lèvres, c'est comment une marque, elle tranche entre les deux? Est-ce que c'est juste une question de budget ou les considérations sont plus profondes que ça? Ah, c'est rarement juste le budget. Non, c'est avant tout une décision stratégique. D'ailleurs, une marque peut très bien utiliser les deux modèles en parallèle. Ah oui, Oui, la décision dépend de ses objectifs. Est-ce qu'elle veut la vitesse et l'efficacité, pour un lancement plutôt tactique? Dans ce cas, marque blanche. Ou est-ce qu'elle cherche à construire une valeur de marque à long terme avec un produit vraiment unique? Là, c'est plutôt marque privée. d'accord. Quel est son positionnement aussi? Mass market, premium, niche. Quelles sont ses ressources internes en R&D et en marketing? C'est une réflexion globale en fait sur la stratégie produit et la stratégie de marque. L'analyse donne un exemple qui illustre bien ça, je trouve. Elle imagine une grande enseigne européenne Mhm. qui pourrait lancer une gamme de shampoings à l'huile d'argan en marque blanche pour profiter vite de la popularité de l'ingrédient et en même temps travailler avec le même labo marocain, mais en marque privée cette fois, pour développer une ligne de soins anti-âge très pointue à l'huile de figue de Barbarie avec un packaging luxe Exactement. pour renforcer son image haut de gamme. C'est le même partenaire, mais deux stratégies différentes. C'est assez malin. C'est tout à fait ça. Bon, pour que tout ça ne reste pas trop abstrait, le document zoome sur un acteur spécifique, Carmel Cosmetics Labs, qui est basé à Agadir. C'est présenté comme une illustration de ce type de partenaire stratégique. Qu'est-ce qui, selon l'analyse, fait d'un laboratoire comme celui-ci un partenaire stratégique, comme ils disent, pour une marque européenne exigeante? Ce qui ressort vraiment, c'est la complétude de l'offre. Un partenaire stratégique, ce n'est pas juste un fabricant, un sous-traitant, c'est un fournisseur de solutions globales. Un fournisseur de solutions? Oui, d'après la description qui en est faite, ça inclut plusieurs choses. D'abord, une expertise pointue en formulation et R&D pour créer des recettes uniques ou adapter des formules aux tendances du moment. Ensuite, un service packaging qui offre un large choix de contenants, flacons, airless, tubes, pots, pour vraiment coller à l'image de la marque. Ok. Puis, bien sûr, une capacité de production et remplissage qui soit flexible sur les quantités et fiable sur les délais. Et enfin, et c'est crucial, un accompagnement sur la conformité réglementaire. Ah oui, pour les fameux pays et fait tout le reste. Exactement, pour aider à naviguer dans ce paysage normatif européen complexe et assembler ses dossiers. C'est vraiment cette approche intégrée, de l'idée au produit fini et conforme, qui en fait un partenaire stratégique, pas juste un exécutant. Et le document mentionne aussi des engagements qualité-durabilité. Oui, l'analyse souligne ça aussi, les engagements en matière de qualité et de durabilité. Ça passe par l'utilisation d'ingrédients naturels ou biologiques, la valorisation du savoir-faire des producteurs locaux, des processus respectueux de l'environnement. Ce qui est de plus en plus demandé par les consommateurs. Tout à fait. Ce ne sont plus des nice to have, comme on dit. Ce sont des attentes fondamentales des consommateurs européens. Et un partenaire qui intègre ça nativement, dès le départ, apporte une valeur ajoutée considérable. On comprend bien l'idée d'un partenariat très complet, presque clé en main. Ça semble très attractif sur le papier. Est-ce que l'analyse mentionne ou suggère des défis potentiels, des points de vigilance quand on travaille avec des partenaires aussi intégrés mais qui sont quand même à distance? Alors, le document se concentre vraiment sur les avantages et les capacités offertes. Il ne détaille pas explicitement les défis, mais on peut lire entre les lignes, disons.
J'imagine que la réussite de ces partenariats repose évidemment sur une communication très fluide, une définition extrêmement claire des cahiers des charges. La clarté avant tout. Voilà. Et puis la confiance dans les processus qualité du partenaire. C'est là que les certifications comme ISO 22716 ou GMP prennent tout leur sens. La complexité existe, c'est sûr, mais des structures comme celles qui sont décrites semblent justement mises en place pour maîtriser cette complexité et offrir une expérience la plus fluide possible aux marques clientes. Très clair. Projetons-nous un peu pour finir. Au-delà de ces avantages assez immédiats, quelles sont les opportunités à plus long terme que ces partenariats avec le Maroc pourraient ouvrir? Quelle est la vision stratégique derrière tout ça? Plusieurs pistes intéressantes se dégagent des sources. Premièrement, l'opportunité de capitaliser sur l'image positive du Made in Morocco en Europe. Ah oui, elle est positive cette image. Apparemment, oui. L'analyse suggère que cette origine est associée à l'authenticité, au naturel, un certain savoir-faire artisanal aussi. Si c'est bien communiqué par la marque, ça peut devenir un atout marketing différenciant en soi. Intéressant. Deuxièmement, la diversification et l'innovation continue. La flexibilité de ses partenaires, leur connaissance des actifs locaux, ça permet aux marques d'élargir plus facilement leur gamme, explorer les soins visage, corps, cheveux, mais aussi les solaires, les produits pour spa, en puisant dans la richesse de la pharmacopée locale. Et cette capacité de production au Maroc, est-ce qu'elle ouvre des portes au-delà de l'Europe? Est-ce qu'on peut voir ça comme une base pour attaquer d'autres marchés? Absolument, et c'est une dimension stratégique importante qui est mentionnée, l'expansion internationale. Ah, Produire au Maroc, ça facilite l'accès non seulement au marché européen, mais aussi au marché en pleine croissance d'Afrique et du Moyen-Orient. Il y a des accords commerciaux préférentiels, une logistique qui peut être simplifiée vers ces régions. donc le Maroc comme hub régional en quelque sorte. Voilà, ça peut devenir une plateforme potentielle pour les marques européennes qui visent une empreinte géographique plus large. Ce n'est donc pas seulement une solution de production optimisée pour l'Europe, mais potentiellement un tremplin pour une expansion plus globale. Ok, si on essaie de synthétiser un peu notre discussion nourrie par ces documents. L'émergence du Maroc comme partenaire cosmétique pour l'Europe, ça repose sur une combinaison assez unique, cette fameuse alchimie dont vous parliez, C'est ça. entre la proximité logistique, ces trésors naturels qui sont très demandés, et puis cette conformité réglementaire rigoureuse qui est indispensable. Exactement. Pour les marques, on a vu que les bénéfices vont au-delà de la simple réduction des coûts. On a parlé de ce potentiel de réinvestissement stratégique, de l'accès à l'innovation naturelle et surtout de cette agilité qui est cruciale pour coller au marché aujourd'hui. Mhm. Les modèles comme la marque blanche et la marque privée, ça offre la flexibilité nécessaire et puis des acteurs locaux semblent avoir développé une offre de services très complète pour vraiment accompagner les marques européennes de A à Z. Tout à fait. Finalement, ce que suggère cette analyse, c'est que faire produire au Maroc, ce n'est pas qu'une tactique d'optimisation à court terme. Ça peut être une véritable décision stratégique. Un moteur de croissance et d'innovation pour des marques européennes qui cherchent à se différencier et à rester compétitives. C'est exactement la conclusion qui s'impose. Et peut-être, pour prolonger la réflexion, une pensée qui s'appuie sur ces éléments. Oui, À l'heure où la transparence des chaînes d'approvisionnement, l'éthique deviennent des critères d'achat majeurs en cosmétique, comment cet accent qui est mis sur les producteurs locaux, sur les ingrédients naturels, sourcés au Maroc, comment tout ça pourrait devenir un avantage concurrentiel encore plus fort de moins? bonne question. Au-delà du coût et de la proximité, comment les marques peuvent-elles raconter cette histoire plus profonde? Celle d'un partenariat peut-être plus équitable, de la valorisation d'un terroir, d'un savoir-faire? Comment créer cette connexion authentique et durable avec des consommateurs qui sont de plus en plus en quête de sens? Excellente question pour conclure en effet. Elle ouvre des perspectives sur la manière dont cette tendance pourrait évoluer, bien au-delà de la simple fabrication. C'est tout pour cette analyse approfondie aujourd'hui. Merci de nous